Alors, bon matin tout le monde. Je suis ravie de vous voir ici encore une fois pour une autre conférence de notre cycle de conférences de la recherche en droit. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous Guillaume Protière, qui nous arrive de Lyon et qui va donc faire une conférence dont le titre est Raconter l'administration, le rôle de la doctrine. Alors, par rapport à notre conférencier, il est maître de conférence à l'Université Lyon 2. Il est le doyen de la faculté de droit Julie Victoire d'Aubier depuis 2015 et il a fait une thèse consacrée à l'étude de la forme de l'État français. Le titre de la thèse est La puissance territoriale, contribution à l'étude du droit constitutionnel local. Guillaume Protière a développé des travaux qui portent sur la forme et la structure du pouvoir. Il s'est ainsi intéressé aussi bien aux racines historiques qu'aux mutations contemporaines de la forme de l'État, notamment sous l'influence des réformes territoriales contemporaines. Donc, je suis vraiment ravie de l'avoir ici parmi nous et je vous cède la parole tout de suite pour cette conférence. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'inconvénient, je vais m'asseoir. Je vous souhaite donc bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents ce midi pour venir écouter donc cette conférence que je voudrais donc d'abord contextualiser avant de développer mon propos. Parce que le titre peut paraître peut-être un petit peu, disons, ésotérique ou insuffisamment clair. Donc ce thème, raconter l'administration, il renvoie à un programme de recherche que j'ai commencé à développer dans mon université il y a quelques mois. Nous avons organisé un colloque au début du mois d'octobre sur cette thématique pour lancer le programme de recherche. Et lors de ce colloque, nous avions travaillé dans trois directions, à savoir l'autorécit de l'administration. Est-ce que le droit administratif français produit un récit, donc donne à voir autre chose qu'une simple technique juridique, il donne à voir des valeurs, des représentations. Nous avions aussi travaillé sur le récit de l'administration par les tiers, la manière notamment dont le fonctionnaire peut raconter ce qu'il vit. Est-ce qu'il y a des limites, notamment la question de la liberté d'expression du fonctionnaire, et comment la doctrine, donc comment l'appareil scientifique, comment les auteurs racontent aussi quelque chose de l'administration, notamment avec la question du storytelling qui est développé en Amérique du Nord et sur laquelle je reviendrai. Nous avions ensuite un troisième axe qui était beaucoup plus rapide, qui était beaucoup plus classique, et qui portait sur le récit littéraire, c'est-à-dire la manière dont l'administration apparaît dans des romans. Nous avions travaillé sur différentes figures et nous allons développer cela. Alors, ce travail est au début de sa réflexion à la fois méthodologique, aussi en termes d'investissement et de lecture. Donc, je suis aussi ravi que fébrile de vous présenter ces travaux, puisque au final, c'est un travail qui est encore en cours d'élaboration, et donc c'est une pensée qui se construit, qui vient à vous, et qui va donc se nourrir de vos remarques et de vos commentaires, dont je vous remercie d'ores et déjà. Je vous prie enfin d'excuser le caractère très français de la présentation. Je crois que ce sera très français par deux aspects au moins, peut-être davantage, mais en tout cas il y en a deux que j'ai identifiés a priori. Le premier, c'est que je vais faire un plan en deux parties, deux sous-parties, que je vais avoir une démonstration très française. J'espère qu'elle aura au moins le mérite d'une certaine clarté. Et ensuite, ce sera très français parce que le propos dont je vais vous entretenir est exclusivement tiré de notre expérience nationale. Et de ce point de vue, j'espère être clair, mais si des choses ne l'étaient pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Je voudrais donc, pour commencer, définir les termes du sujet, puisque raconter l'administration, le rôle de la doctrine, il y a deux notions qui sont fondamentales. À la fois doctrine, puisqu'il va falloir s'entendre sur ce qu'est la doctrine, et ensuite le terme d'administration lui-même, puisqu'il va aussi falloir préciser ce que nous allons entendre par administration. Commençons, si vous le voulez bien, par la doctrine. Le dictionnaire Capitan, qui est le dictionnaire usuel des étudiants de première année en France, définit la doctrine quand on va chercher.
comme, alors je cite le dictionnaire Capitan, l'opinion communément professée par ceux qui enseignent le droit ou, sans enseigner, écrivent sur le droit. Donc la doctrine renvoie dans cette conception à la pensée des auteurs. Le droit, enfin, le droit français, ou plutôt la production scientifique française, utilisait d'ailleurs l'expression de doctrine des auteurs pendant tout le long du XIXe siècle. Et la doctrine des auteurs est devenue la doctrine, et là on peut sans doute y mettre un D majuscule, au début de la Troisième République, dans les années 1870. Donc ce terme renvoie à la pensée des auteurs, elle renvoie aussi aux ouvrages juridiques, à l'ensemble des ouvrages juridiques, et la doctrine comme acteur scientifique, social et politique est apparue en France, en ayant conscience d'elle-même, au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, les auteurs, et nous allons voir lesquels, ont revendiqué l'appellation de doctrine, ils ont revendiqué l'intégration à un corps particulier et ont développé, ce faisant, une pensée de l'administration qui est une dogmatique de l'administration. L'un des points communs de la doctrine française, quelles que soient les branches du droit que l'on envisage, c'est que, sauf les pensées hétérodoxes, mais donc la pensée majoritaire, est avant tout une dogmatique du droit, et la pensée administrative, ou la pensée des administrativistes, est encore plus une dogmatique, et j'essaierai de vous montrer pourquoi. Ce qui fait que la notion française de doctrine, si je reprends un ouvrage, va recouvrir le pouvoir d'un corps de juristes et les séductions de la dogmatique qu'il développe. Donc la doctrine, c'est à la fois des auteurs, mais aussi une pensée. Et cette pensée, on va postuler dans un premier temps qu'elle est suffisamment homogène, ce que j'essaierai de démontrer aussi, pour faire sens du point de vue collectif. Puisque certains auteurs pourraient commencer à dire « oui, moi, la doctrine, je ne pense pas comme elle, donc de fait, je ne me reconnais pas en elle ». Mais nous stipulerons à ce stade du raisonnement que la doctrine existe comme entité sociale, donc comme groupe de juristes qui cherchent à justifier un pouvoir par une interprétation spécifique des règles de droit. La doctrine est donc un groupe social qui composé d'universitaires, qui exprime le pouvoir des universitaires et qui permet à ces mêmes universitaires d'influencer l'exercice du pouvoir, puisque l'administration sera indétachable des conditions d'exercice du pouvoir. Quand on envisage l'administration, la doctrine va toutefois revêtir des singularités par rapport à d'autres branches du droit. La première de ces singularités, c'est que, contrairement au droit civil, la doctrine en droit administratif et en droit public, de manière plus générale, est une doctrine duale. C'est une doctrine duale en ce sens qu'elle est composée de deux catégories d'auteurs, des membres des juridictions et des universitaires au sens classique et strict du terme. Ici, il faut rappeler que les premiers titulaires des chaires de droit administratif, quand les chaires de droit administratif sont créées au courant du XIXe siècle, ce sont tous des membres du Conseil d'État. Va donc se développer ici une doctrine que l'on va qualifier d'organique, puisque les membres du Conseil d'État, dont je rappelle qu'ils ont à la fois une fonction de juge, mais au XIXe siècle, la fonction de juge n'est pas extrêmement développée, et surtout une fonction de conseiller du gouvernement, puisqu'ils sont consultés sur les projets de loi, les projets de décret, les projets d'ordonnance, etc. Donc cette doctrine, à la base, elle est essentiellement ou principalement composée de membres du Conseil d'État, et les universitaires voient d'un œil assez, disons, enfin, non pas très envie, dans un premier temps, de contrarier cela, parce que le droit administratif est perçu comme une punition. L'un des premiers auteurs, l'un des principaux auteurs du droit administratif, le doyen Maurice Horiou, fondateur de l'école de Toulouse, dont tous les étudiants de deuxième année de droit vous diront que c'est un des plus grands administrativistes, un des plus grands penseurs de l'administration. Quand Horiou est agrégé en 1881 ou 1882, il arrive à Toulouse, on lui donne la chaire de droit administratif, c'est une punition. Il n'en veut pas. Lui qui, 20 ans plus tard, écrira les plus grands ouvrages du début du XXe siècle, il se fâche avec son doyen. Bon, Horiou est par ailleurs un peu sociopathe, donc il a des difficultés relationnelles avec ses collègues, si on en croit les archives, mais pour le coup, donc, les universitaires ne sont pas portés, en tout cas une partie d'entre eux,
à contrarier ce pouvoir des jurisconsultes du Conseil d'État parce que le droit administratif apparaît finalement de moindre importance, de moindre prestige que les chaires de droit civil, que les chaires de droit romain. Et c'est donc une mutation qui va s'opérer entre les années 1870 et 1910, pour avoir une carotte temporelle un peu large, mutation pendant laquelle la doctrine universitaire va prendre conscience qu'elle peut elle aussi interagir avec le pouvoir et qu'elle peut donc proposer des interprétations qui vont contrarier les interprétations du Conseil d'État. On a donc à l'origine deux doctrines, nous allons continuer à les avoir aujourd'hui, une doctrine universitaire et une doctrine organique, dont on peut postuler, j'essaierai de le voir un petit peu tout à l'heure, que leur influence ne sera pas tout à fait identique, ni même analogue. Deuxième particularité de cette doctrine en droit public et en droit administratif, le droit administratif n'est pas un droit codifié. Le droit civil, par le Code civil de 1804, le droit pénal, etc., avec le Code pénal, sont des textes, des corpus qui ont un code et qui sont facilement accessibles. Le droit de l'administration est un droit jurisprudentiel. Il n'existe, au moment où l'administration se structure, et en fait même encore aujourd'hui, que peu de textes. Il n'existe pas de code administratif. Les auteurs vont donc trouver des sources disparates et vont devoir systématiser la jurisprudence, c'est-à-dire produire une construction rationnelle, dégager l'harmonie de la jurisprudence. Les auteurs du XIXe siècle utilisent beaucoup le terme d'harmonie. Ils cherchent l'harmonie jurisprudentielle, c'est-à-dire qu'ils cherchent à dégager les principes qui structurent la jurisprudence. Et de fait, ils ne sont pas seulement, ou ils n'ont pas vocation à vérifier que le juge a correctement interprété la loi, puisque de loi, il n'y en a pas vraiment, mais ils vont pouvoir faire effort d'imagination et construire des notions en systématisant la jurisprudence. Ce qui veut dire que cette doctrine est assez détachée des textes, et je le dirai tout à l'heure, elle s'est même opposée à la codification du droit administratif. Quand il y a une réflexion sur la codification d'un potentiel droit de l'administration, autant les membres du Conseil d'État que les universitaires vont faire front commun pour qu'il n'y ait pas de codification. Parce que l'absence de codification est pour eux une source d'influence, c'est une source de pouvoir dans l'affirmation de l'objet administration, l'objet administration n'étant jamais que l'autre nom de l'État. Donc c'est une manière pour eux de poursuivre, de prolonger la pratique assez classique en France des jurisconsultes et des légistes du roi. Si l'on admet tout cela, le discours doctrinal a nécessairement contribué à façonner l'architecture du droit administratif, et comme le droit administratif est la traduction normative du phénomène administration, de fait, la doctrine a participé à la manière de raconter, elle participe à la manière de raconter l'administration, puisqu'elle va systématiser des sources éparses pour donner à voir une réalité qui, sans son discours, serait beaucoup moins visible. Si l'on admet cela, on peut désormais évoquer l'administration elle-même, et là j'irai beaucoup plus vite, puisque je retiendrai une définition stipulative de ce qu'est l'administration, c'est-à-dire l'ensemble des personnes et des services qui constituent la puissance publique. Ce qui appelle trois remarques. La première remarque, c'est que, ce faisant, j'accepte le vocabulaire officiel, puisque j'utilise la puissance publique comme critère de définition, et que, de fait, je vais développer une dogmatique, qui sera une dogmatique sur la dogmatique, ou une dogmatique qui met en perspective les dogmatiques, en essayant de ne pas être auto-référentiel, mais là, il y a un biais potentiellement du point de vue méthodologique. Ensuite, plus en lien avec l'administration, on peut retenir deux dimensions, une dimension fonctionnelle, une dimension organique. Du point de vue fonctionnel, quand on analyse le droit, l'administration est définie à l'aune de deux grandes catégories. D'un côté, ses missions, le maintien de l'ordre, la mission de police administrative, la satisfaction des besoins de la population, la notion de service public, et depuis une quinzaine d'années, le correct fonctionnement des marchés, à savoir la régulation de l'économie. Ces trois notions, enfin, sauf la régulation que je laisserai un peu de côté, mais police et service, je reviendrai tout à l'heure. Et outre les missions, on a les moyens, les modalités d'exercice, et là on va retrouver les actes, les contrats,
les actes de gestion, les actes d'autorité, les fonctionnaires aussi, etc. Du point de vue organique, l'administration regroupe des personnes morales, mais elle impliquera aussi des personnes physiques, puisque sans fonctionnaire, l'administration est une bête inerte. L'État ne bouge pas et n'existe pas au final sans le visage que les fonctionnaires lui donnent. L'administration peut donc être conçue comme un phénomène social qui participe à l'ordonnancement du groupe par la mission d'ordre, par la mission de satisfaction des besoins, et cette réalité sociale a besoin d'être systématisée, elle a besoin d'être conceptualisée, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être mise en récit. Sinon, on a affaire à des organes, à des personnes qui agissent sans que la cohérence globale de l'action ne soit immédiatement perceptible et sans par ailleurs que les conditions de la légitimité de l'action ne soient elles-mêmes immédiatement perceptibles. Un fonctionnaire qui agit, s'il ne s'inscrit pas dans quelque chose qui le dépasse, on n'est pas spécialement envie de lui obéir. Alors que la même personne qui prend un acte et qui agit sous le coup de sa fonction étatique, forcément, cela change la réception de l'acte et la réception de ce qui peut être dit. Le rôle de la doctrine, dans cette perspective, est certes de systématiser la jurisprudence, mais il est aussi de mettre en ordre les différents aspects du droit, et de ce fait, le discours doctrinal est une mise en récit de l'administration. C'est ce que j'appellerais la mise en récit savante d'un récit plus global, qui est un récit sociopolitique, puisque la doctrine n'a pas le monopole du récit sur l'administration. Si vous êtes membre d'une association qui lutte contre un projet parce que vous considérez qu'il détériore l'environnement, vous allez pouvoir développer un discours sur l'administration. Et ce discours-là sera un discours qui est assez différent, quand bien même peut-il recourir à des vocabulaires identiques, à un vocabulaire identique de celui de la doctrine. Il y a donc un récit savant qui souvent peut devenir un récit officiel, mais qui n'épuise pas la manière dont on peut raconter l'administration. Et ici, évidemment, il faudrait développer une analyse des différentes manières de voir et de penser l'administration. Si j'en reviens à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la manière dont la doctrine développe ce discours, il faut alors rompre avec un présupposé que les Français ont adopté, à savoir qu'il ne s'agit pas ici de faire la technique juridique, il s'agit de concevoir le droit comme appartenant à un monde de l'imaginaire, puisque le droit développe des représentations, développe des métaphores, développe des fictions. Ici, on peut citer Léon Duguy qui écrira « On n'a jamais dîné avec une personne morale ». Personne morale n'est jamais qu'une fiction. Les universitaires savent très bien que si on ne dîne pas avec elle, néanmoins, c'est souvent elle qui règle l'addition. Donc, pour le coup, métaphore, représentation, fiction. La langue du droit porte donc des images dont elle recouvre les faits et la réalité empirique. Un autre auteur a cette formule que je trouve assez éclairante. Je le cite, « Le droit administratif est l'ombre de l'État éclairée par la lumière du siècle. L'ombre varie avec le siècle, mais vouloir se défaire de cette ombre relève de l'utopie. » Donc il s'agit ici de s'intéresser à l'ombre que donne à voir le droit administratif et non pas de questionner la cohérence d'une technique ou d'un régime juridique au regard d'exigences strictement normatives, bien évidemment. Ainsi, quand bien même les auteurs ont cherché à développer une approche frappée de la neutralité axiologique la plus forte, pour justement se départir de cet héritage encombrant d'avoir été les fils plus ou moins légitimes et plus ou moins héritiers de légistes du roi. Malgré donc cette appétence ou cette aspiration à la neutralité axiologique, on peut admettre 3 points. Premier point, le droit administratif, c'est le support de l'administration telle qu'elle est analysée par les juristes. En conséquence, il faut étudier le droit administratif et étudier les auteurs qui étudient ce droit pour comprendre la manière dont ils vont raconter l'administration. Pour le coup, c'est assez cohérent. Deuxième élément, je le redis, le droit et l'administration sont construits sur des figures rhétoriques, sur des convictions.
il y a une dimension très nationale à concevoir le phénomène administratif, sur des mythes, puisque les auteurs vont questionner certaines qualifications. Cette rhétorique, ces convictions, ces mythes sont des systèmes de mise en représentation. Je prendrai un exemple. Il y a une grande querelle au début du XXe siècle pour savoir si la puissance publique, donc la théorie de l'autorité, ou le service public, plutôt la théorie de la solidarité, sont au fondement du droit administratif et de l'action administrative. Si vous choisissez l'une ou l'autre des notions, avec votre analyse scientifique, de fait, vous portez un message différent sur ce que doit être et sur ce qu'est l'administration. Classiquement, la pensée plutôt classique va défendre la théorie de la puissance, là où les penseurs plus hétérodoxes, en tout cas qui veulent être dans une démarche critique, vont justifier le service. L'enjeu sera de réconcilier les personnes pour que l'administration puisse fonctionner. Mais de fait, la neutralité axiologique n'existe pas parce que, comme le disait le professeur Trouchet, le droit administratif, c'est un droit politique. Et que questionner ce droit, c'est questionner la manière dont on agence la société et les rapports de pouvoir. Troisième point, il faudra avoir en tête que l'administration du droit, si je lis le texte ou la jurisprudence, l'administration de la doctrine, si je lis les auteurs, et l'administration réelle, celle que j'éprouve en tant que doyen, sont totalement différentes. En tout cas, elles ont des points de rapprochement, mais elles ont des points de différence. Et ce qui va nous intéresser ici est essentiellement l'administration de la doctrine et l'administration du droit. Le lien avec l'administration réelle, je n'en parlerai pas aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de mon propos, et parfois on peut douter qu'il existe. Mais c'est sans doute un constat un peu aigri d'un doyen au 3/5 de son mandat. Ceci étant, les constats que je viens d'énoncer autorisent à prendre un peu de hauteur au regard de la technique juridique et donc à considérer le droit comme une réalité globale et à essayer de voir comment la doctrine exerce un rôle quand elle raconte l'administration. Si on admet cela, compte tenu de ce que je viens de développer, je voudrais envisager deux aspects du sujet qui ne prétendent pas l'épuiser. Tout d'abord, je voudrais revenir sur la doctrine pour la voir comme une narratrice, puisque si elle raconte, c'est qu'elle va raconter quelque chose. Alors, celui qui raconte peut être qualifié de narrateur, et cela nous permettra de revenir à la fois sur la dualité de la doctrine organique et universitaire, et sur la manière dont les deux doctrines et les discours des deux doctrines vont s'articuler et se répondre l'un l'autre. Dans un deuxième temps, je voudrais revenir sur la mise en récit elle-même, c'est-à-dire sur la langue doctrinale, pour questionner quelques aspects de celle-ci. Donc, première partie, la narration, raconter l'administration, c'est une narration plurielle du point de vue doctrinal. Une narration plurielle parce que la narration combine deux corps d'auteurs, elle sera donc nécessairement polyphonique, et par ailleurs, elle va alimenter une narration à la chaîne, ce que je verrai dans un second temps. Tout d'abord, c'est une narration polyphonique. Ainsi que je le disais tout à l'heure, quand je commençais, le droit administratif est d'abord une affaire de jurisconsulte. Si on lit les auteurs, si on étudie la biographie des auteurs, alors je ne vais pas vous embêter avec beaucoup de noms, mais les quatre principaux que l'on cite toujours, Portier de l'Oise, qui est l'un des premiers, Gérando, qui est le premier à avoir la chaire vraiment de droit administratif, Maccarel, il y a un petit peu plus tard, Édouard Laferrière. Ces quatre auteurs ont tous marqué leur temps, la manière de concevoir le droit. Ils étaient tous membres du Conseil d'État. Et en fait, les chaires de législation administrative, c'est le nom que l'on donne à l'époque au droit administratif, sont toutes occupées par des membres du Conseil d'État. On peut expliquer cette implication des jurisconsultes de plusieurs manières. Je vois qu'il y a deux arguments principaux. Tout d'abord, le droit administratif est embryonnaire, puisque quand on regarde la jurisprudence, on va citer les premiers grands arrêts du Conseil d'État, c'est 1821-1822, 1855 et 1873. Donc la jurisprudence, elle est assez embryonnaire, plutôt laconique, et de fait, qui peut mieux l'expliquer que ceux qui la rendent?
celui qui a participé à la décision de justice en connaît les arcanes, en connaît les non-dits, et par ailleurs est un proche du pouvoir. La France n'est pas un régime ni républicain, sauf pendant 3 ans entre 1848 et 1851. Ce n'est pas un régime très démocratique. Le suffrage est certes universel masculin en 1848, mais le Second Empire, on ne peut pas être qualifié de régime proprement démocratique. En conséquence de quoi, les proches du pouvoir sont ceux qui vont être capables d'énoncer correctement la norme sans trahir ce que souhaite le gouvernant. De fait, le jurisconsulte apparaît comme un justifiant, quelqu'un qui va justifier l'ordre établi. De fait, la deuxième raison, c'est que donc ce qu'il faut, c'est une parole autorisée pour expliquer ce qu'est l'État. Et une parole autorisée qui est aussi une parole juridique. Puisque dire ce qu'est l'État, c'est formidable, mais si vous pouvez dire ce qu'est l'État par le discours du droit, vous limitez de fait l'État. On ne peut pas avoir... La conviction est la suivante. En sortant de la monarchie absolue, donc d'un État qui était un petit peu hypertrophié par certains aspects, on entend montrer à la société, pour répondre notamment aux aspirations des courants libéraux de la première moitié du XIXe siècle, que l'État n'est pas la grenouille de La Fontaine qui veut imiter l'animal en grosseur et donc recouvrir la société de son emprise. Le discours du droit, c'est donc un discours de limitation. De fait, quand vous avez des juristes qui viennent vous expliquer qu'il y a un droit qui limite l'État, ils posent, ces juristes, une limite, ils circonscrivent l'État et de fait libèrent la société. Peu importe alors que cette circonscription soit peut-être de façade, peut-être que dans un premier temps elle n'est pas totalement efficace, puisque ce qui va compter ici est sans doute davantage la dimension performative du langage que l'efficacité normative à prescrire une limite réelle à l'administration. L'enjeu sera de passer de la performation à la prescription. Mais ça, il faudra sans doute attendre la Troisième République pour que le droit soit véritablement un droit contraignant et pas simplement du discours avec lequel l'administration puisse s'accommoder. Derrière l'affirmation de l'administration, c'est donc le récit de l'État qui se joue. Le récit de l'État et la légitimité de l'État. Dès lors que les régimes sont peu libéraux, affirmer le droit de l'administration, je le disais, c'est affirmer les limites de l'État, peu importe que ces limites soient floues, leur affirmation seule est dans un premier temps importante. Le récit doctrinal est donc totalement plein d'implications politiques, puisqu'il va participer à la justification de l'ordre établi, il va confirmer que l'administration est une structure d'autorité, et il va confirmer que le droit de l'administration est une composante de l'État. C'est une grande théorie qu'a développée Pierre Legendre, au terme de laquelle le droit administratif est une composante de l'État depuis l'Ancien Régime, puisque l'État a développé un droit exorbitant comme condition de son existence en France, et cette réalité de l'Ancien Régime, de l'État absolu, de la monarchie absolue, n'a jamais été mise en cause par un seul des régimes qui lui a succédé. Les révolutionnaires y ont songé un temps, ont très vite abandonné puisqu'ils ont vu l'intérêt qu'il y avait à soumettre l'État à un régime dérogatoire et exorbitant. Et évidemment, l'enjeu va être de circonscrire cette exorbitance pour que le droit devienne du droit. Mais les juristes qui justifient, qui expliquent la législation administrative à la première moitié du XIXe siècle sont des juristes, des légisconsultes qui justifient l'ordre établi et qui, de ce fait, ont une conception du droit qui est une conception extrêmement politique, davantage que normative au sens où on l'entend aujourd'hui. Face à cette doctrine organique, la doctrine universitaire va avoir un peu de mal à se faire une place. Alors certes, il y a les défricheurs dès les années 1830, auteurs comme Foucart par exemple, à Poitiers, mais il faut attendre la Troisième République pour que les universitaires puissent faire valoir une analyse, une systématisation de l'analyse du droit qui échappe au Conseil d'État. Ce qui fait que le droit administratif, qui était une composante de l'État, va progressivement devenir une composante de la République. Et qu'il est un des piliers de l'État républicain
parce que le droit, tel qu'il va être systématisé par les auteurs au début, enfin à la fin du 19e et au début du 20e siècle, va être un droit de l'ordre administratif libéral. Et ici, c'est par le truchement de la liberté que l'on va limiter beaucoup plus réellement l'État et que l'on va concilier l'appareil d'État, qui ne perdra jamais en puissance, et l'affirmation de l'individu qu'on est censé favoriser. Le discours va donc osciller entre objectivation et subjectivité ou subjectivation du droit. Ces auteurs vont faire apparaître deux éléments. Ils vont d'abord recourir à un lexique. Ils le puisent dans la jurisprudence, mais ils le systématisent. Tout le lexique du droit public va se trouver affirmé. Fonctionnaire, le service, dans tous les sens du terme, l'acte d'autorité, de gestion, l'acte unilatéral, le contrat, qui d'abord n'est qu'une variante d'ailleurs de l'acte unilatéral, puisque ce sont des contrats très peu contractuels. Ce lexique va nourrir, ou plutôt va être articulé par une grammaire de l'administration. Cette grammaire, elle est structurée autour de grandes notions que sont la puissance publique, le service public, l'intérêt général, je vous en passe, qui sont des grandes notions, des métanotions qui se déclinent par le lexique. Et c'est en fait l'enjeu du récit doctrinal est de réussir à faire varier ces règles de grammaire pour que quand on dit puissance publique, on puisse signifier des réalités différentes. Et tout l'enjeu de la construction du discours doctrinal va être de sortir d'une certaine forme d'articulation des grandes notions, donc d'une certaine grammaire du pouvoir, nourrie par le lexique, pour proposer potentiellement autre chose. Et ce lexique, je voudrais revenir sur lui dans quelques minutes, il va toujours être questionné, alors que la grammaire me semble être relativement stable. Et je voudrais essayer de montrer dans quelques minutes que, pour le coup, même les auteurs critiques ont eu du mal à se sortir de ces grandes notions pour développer un discours critique sur ce que peut être ou ce que doit être l'administration. Ceci étant dit, si l'on s'intéresse, si on revient à ces deux catégories d'auteurs, on peut prendre la théorie littéraire de la narration. Je vous rassure, je ne vais pas me développer ça très longtemps, mais juste pour une mise en perspective. Parce que quand on prend la théorie littéraire de la narration, les deux doctrines me semblent être dans des situations différentes. En tout cas, on va voir que le type de narration n'est pas toujours très clair. Alors, je laisse le mode narratif de côté, puisque, a priori, la doctrine, qu'elle soit organique ou universitaire, est toujours extérieure et observatrice de l'histoire qu'elle raconte. Je sais qu'on a essayé avec quelques collègues de publier un commentaire d'une décision de justice qui nous était favorable, et la revue nous a dit on ne peut pas commenter la décision à laquelle on était parti, quand bien même pour faire un édito un peu vengeur contre les réformes de l'université. Je suis filmé, donc je ne peux pas dire ce que nous avons fait réellement, mais il s'avère que l'article a été publié malgré tout, mais ce n'est pas nous qui l'avons signé. Oui, vous pourrez couper, c'est très gentil. Mais donc nous avons juste demandé à deux collègues de signer l'article que nous avions écrit, ce qu'ils ont très aimablement accepté de faire, et donc l'article est paru, indépendamment de nos noms, puisque de toute façon ce qui nous intéressait était de faire connaître la décision de justice, et pas spécialement d'avoir nos noms dans une revue, ce qui n'avait aucun intérêt en soi. Plus intéressant, le point de vue narratif. Le point de vue narratif, donc la situation du narrateur par rapport à ce qu'il raconte. La doctrine académique, par rapport à l'administration et au droit, donc au droit qui produira ensuite l'administration, a nécessairement un point de vue narratif externe. La doctrine n'est pas une source du droit. Elle peut inspirer, influencer, mais elle n'est pas en elle-même une source normative. Pas besoin de s'arrêter très longtemps là-dessus. Pour la doctrine organique, il me semble que la situation peut être vue de manière, peut paraître plus ambiguë. Je voudrais prendre un exemple pour essayer d'illustrer cela. Il faut imaginer, alors, c'est vrai que j'ai tout mis au masculin, je suis en train de réfléchir comme une université très inclusive, mais je vais rester sur les clichés sociaux. Donc, membre d'une juridiction, j'ai imaginé un homme, donc un conseiller d'État, parce que c'est quand même souvent eux, il est rapporteur public.
donc Conseil d'État, rapporteur public, c'est lui qui, à l'audience, lit les conclusions, donc énonce théoriquement ce qu'il pense juridiquement de l'affaire. C'est le seul membre de la juridiction qui prenne la parole publiquement sur l'affaire. Donc ce Conseil d'État, l'un des 20 rapporteurs publics du Conseil d'État, et par ailleurs, parce qu'il faut bien arrondir ses fins de mois, enseignant, professeur associé dans une université qu'on imaginera parisienne, puisque c'est plus facile que de venir en TGV. Cette même personne a passé un tiers de sa carrière détachée dans l'administration, ce qui est la norme. Je vous renvoie, discuté hier avec Margarida, vous renvoie à l'ouvrage de Bruno Latour. Bruno Latour propose dans un ouvrage qui s'appelle La fabrique du droit un schéma très intéressant avec toutes les administrations dans lesquelles vont faire des piges les membres du Conseil d'État et ils sont obligés d'aller en administration active. Donc le scénario n'est pas totalement, disons, abracadabrantesque. Si on admet ça, comment qualifier le point de vue narratif quand cette personne raconte l'administration? Évidemment, on peut considérer que on peut distinguer ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il est prof, il va développer un discours qui, a priori, devrait être externe. Parce qu'il développe un discours sur le droit. Mais ce discours sur le droit sera vraisemblablement nourri de ses conclusions. Je sais que nos étudiants ont parfois la primeur de certaines affaires quand on a le bon prof associé dans la bonne affaire qui vient faire cours au bon moment, mais ça arrive, c'est arrivé dans mon université. Et par ailleurs, il peut avoir un point de vue qui est externe, mais en même temps un peu interne, puisqu'il racontera son expérience administrative. Si l'on paye des membres du Conseil d'État ou des hauts fonctionnaires pour venir enseigner le droit dans les masters, c'est aussi pour ça qu'on les fait venir, pour leur expérience. Ce qui fait que ce qui est raconté de l'administration, je ne dirais pas est indéterminable au regard du point de vue normatif, du point de vue narratif, du mode narratif, pardon, mais il est au moins ambigu. Et il est très difficile pour cette personne, en faisant cours, de clairement dire « là, mon analyse sera une analyse doctrinale de type universitaire, je suis en objectivation, mais là, je vais vous raconter, donc je change de casquette. » Le discours sera un continuum qui, pour le coup, est donc ambigu dans son statut. Dans les fonctions de rapporteur public, évidemment, c'est de la narration interne, on produira le droit, mais la nature spécifique, exposé doctrinal, oral, puisque les rapporteurs publics se moquent des faits. Les rapporteurs publics évoquent les faits très rapidement, prennent la question de droit et dissertent sur les enjeux juridiques. Donc, ici, la forme rapprochera cela presque d'un commentaire d'arrêt, mais ce sont des conclusions, bien évidemment. Et tout cela perturbe, une fois encore, le mode de narration, ce qui conduit à considérer que la Cour européenne des droits de l'homme a eu bien raison d'empêcher les rapporteurs publics de participer au délibéré, puisque la théorie des apparences conduit à penser que ces ambiguïtés narratives sont plutôt contre-productives pour la décision rendue que positives. Mais ceci étant, on se rend compte que le point de vue énoncé, quelles que soient les fonctions, est un point de vue hybride, qui, de fait, ne peut pas être qualifié de manière totalement hermétique et cloisonnée, et que cela conduit bien à avoir un rôle doctrinal par les jurisconsultes, qui est un rôle d'être à la fois dedans et dehors, et qui permet à l'administration d'exister de manière hybride. Les universitaires peuvent échapper à cela, mais ils y échappent incomplètement, parce que la narration est une narration à la chaîne, en ce sens que les deux doctrines discutent et s'imbriquent l'une l'autre, en conséquence de quoi il est difficile de faire le départ entre l'un et l'autre type des discours. Quelques mots sur cette narration à la chaîne. Je ne vais pas revenir sur la métaphore du droit comme roman à la chaîne, vous connaissez ça mieux que moi, j'imagine, et je ne développerai pas d'ailleurs la pensée de Ronald Dworkin, ce n'est pas l'objet du tout. Simplement, je veux le prendre comme une métaphore pour essayer de réfléchir à la manière dont des auteurs produisent un discours et comment celui-ci, finalement, s'intègre ou s'articule. Ici, il faut revenir sur la dimension jurisprudentielle du droit administratif. Puisque
le droit administratif étant un droit prétorien, l'analyse de la jurisprudence est la clé de la construction du récit doctrinal. La doctrine académique, autant que la doctrine organique, travaille sur la jurisprudence, et celle-ci constitue donc le nœud qui articule les points de vue, puisqu'il s'agit de commenter le même objet, mais avec potentiellement des points de vue ou des positions différentes dans le champ scientifique. On relèvera ici que la pratique a longtemps été de publier à la fois les conclusions et les notes. Scientifiquement, par exemple, quand il a été décidé de rééditer toutes les notes de jurisprudence du doyen Henriot, 3 volumes, chaque fois que l'arrêt a fait l'objet de conclusions publiées, vous avez la note du doyen Henriot et en note de bas de page, et notes de bas de page font donc plusieurs pages, les conclusions qui avaient été rendues sur le même arrêt. Henriot discutait avec les commissaires du gouvernement, le nom de l'époque des rapporteurs publics, de même que les commissaires du gouvernement dialoguaient avec la doctrine. Donc on avait cette pratique qui s'est un petit peu perdue. Mais dès lors qu'il y a des conclusions, il y a très souvent une note qui accompagne dans les revues juridiques. Donc il y a bien un dialogue, puisque les deux textes étant posés côte à côte, vont donner à voir la même réalité avant la décision de justice et après la décision de justice. C'est sans doute parce qu'il y a ce dialogue fructueux, scientifique, dans les revues, que, je le disais, les auteurs sont opposés à la codification. La codification aurait rendu le dialogue beaucoup moins intéressant, beaucoup moins, disons, influent sur la réalité du droit, et la portée des analyses aurait été, en conséquence, considérablement réduite. Le récit doctrinal peut alors être considéré comme souffrant d'un paradoxe. En effet, la jurisprudence est le cœur de l'analyse, en tout cas c'est le matériau privilégié des auteurs. Mais pendant très longtemps, il n'y a place ni pour le procès, ni pour les parties. C'est-à-dire que dans la construction du droit, on aurait pu imaginer que, étant dépourvu d'assises textuelles très fortes, le droit administratif soit un case law, au sens nord-américain ou anglo-américain. Or, le droit administratif n'est jamais devenu un case law, puisqu'ici, le juge français était confronté à une réalité, c'est que dans un case law, on admet que le droit soit produit par le juge, c'est-à-dire que le juge n'est pas simplement la bouche de la loi. Or, le juge administratif est dans une situation paradoxale, et la doctrine va couvrir cette situation, d'être un juge qui a peu de textes à appliquer, mais qui maintient la fiction au terme de laquelle il n'est que la bouche de la loi. Ce qui est évidemment paradoxal, mais laisse place aux commentaires doctrinaux et aux conclusions des commissaires. Le juge n'a rien produit, le commissaire du gouvernement vient démontrer a priori comment est-ce qu'il fallait interpréter le droit, ce que ça donne à voir de la réalité sociale, tandis que la doctrine justifie le plus souvent, même quand elle critique, la position du commissaire qui a été prise avant la décision. Le simple fait de discuter et d'accepter le raisonnement du commissaire, en le critiquant du point de vue scientifique, lui donne une portée dont on pourrait considérer qu'il est dépourvu. Le discours du commissaire du gouvernement n'est pas un discours de type scientifique. Quand bien même serait-il objectivé, quand bien même serait-il abstrait, et viserait-il à réfléchir à la résolution d'un problème de droit par l'application du droit. Mais même quand je dis ça, on voit bien que ce n'est pas un problème de science. C'est un problème social, c'est un problème de résolution d'un différend, d'éviter le déni de justice. Or, en publiant les conclusions et la note, et en acceptant que la note discute avec les conclusions, de fait, la nature de la note, sauf à considérer qu'elle est elle-même épris de normativité, ce qui est impossible, confère sa scientificité, par capillarité, au discours du juge. Donc, on a un juge qui produit du droit, parce que le juge administratif a fini par faire son coming out qu'il arrivait à produire du droit en 2007. En 2007, il a quand même admis, parce qu'il a créé un recours contentieux qui n'existait nulle part, dans l'arrêt Tropique Travaux Signalisation en matière de contrat public, mais
Voilà, il le dit, ah oui, ça n'existe pas, donc le recours sera ouvert uniquement après la décision. Donc toutes les contentieux pendant, on ne leur applique pas la décision, tout ce qui arrive après, on applique. Là, c'est une création normative, prétorienne, mais jusqu'en 2007, le juge se cache derrière son petit doigt. Le juge ne produit pas, le juge est la bouche de la loi. Sauf que c'est une loi qui n'existe pas. Donc pour le coup, la manière de raconter l'administration devient moins jurisprudentielle, beaucoup plus doctrinale. Les types de construits, conclusions, notes, se confondant dans une sorte de nébuleuse, l'œuvre des auteurs, la pensée des auteurs, qui façonne l'administration et revêt le discours de garantie de scientificité, quand bien même on pourrait parfois discuter de cela. Les héros de la jurisprudence ne sont donc connus que des étudiants, puisque j'aurais pu, ce que j'avais fait lors du colloque qui était adressé aux étudiants, commencer ma communication en vous énumérant tous les héros que les étudiants connaissent. Agnès Blanco, la petite fille dont le papa avait fait un défaut de surveillance et qui fut blessée par un wagonnet poussé par des ouvriers d'une manufacture des tabacs et qui donna l'occasion au tribunal des conflits de créer véritablement le droit administratif républicain. Je pourrais vous parler du sieur Ranguet qui, un jour qu'il rentrait dans un bureau de poste trop tard, fut tout simplement viré à coups de pied par la porte de derrière, on l'avait pris par un voleur. On pourrait parler des époux Lemonnier, ou monsieur Lemonnier, qui se promenait avec sa femme, n'avait pas vu que sur l'autre rive de la rivière, il y avait un concours de tir au fusil sur des bottes de paille au milieu de la rivière. Il s'avère que sa femme fut gravement blessée. Ces gens-là sont les oubliés du droit administratif, puisqu'à l'exception des étudiants, personne ne les connaît. Personne ne les connaît parce que le droit administratif est un droit sans fait. C'est un droit de principe. L'objectivation qui résulte de ce que j'évoquais, c'est qu'aujourd'hui, la jurisprudence n'est vue que par les principes qu'elle énonce. Là encore, on pourrait lui donner une réalité sociale, lui donner des choses beaucoup plus humaines, une dimension beaucoup plus humaine. Cette dimension humaine est passée par pertes et profits, et l'ouvrage principal en la matière, même s'il n'est plus à jour depuis 15 ans et qu'il va finir par perdre cette qualité d'ouvrage de référence, qui est Le Chaput, écrit par René Chaput, grand professeur de Paris II. Le Chaput, c'est une somme de principes abstraits avec un nombre d'arrêts extraordinairement nombreux, parce que Chaput adore citer la jurisprudence, mais on peut discuter le discours scientifique lui-même, puisque un principe, une décision. La décision vient ici justifier le discours, sans qu'on s'intéresse aux faits, alors même que les faits peuvent ici permettre de raconter autre chose qu'une administration très abstraite et très normative. Mais c'est le courant normativiste c'est le basculement normativiste sur lequel je voudrais m'arrêter dans quelques minutes. Ceci étant dit, on a l'impression que les héros malheureux du contentieux, finalement, n'existent pas et sont vampirisés par l'objectivation du discours à travers les grandes cathédrales. La grammaire doctrinale va tout simplement écraser les destinées individuelles, puisque ce qui compte, c'est moins que la petite Agnès Blanco ait été indemnisée, que de se poser la question de savoir si les ouvriers qui travaillaient pour une manufacture des tabacs étaient ou non susceptibles d'être rattachés à l'État. Donc ce qui se joue, ce n'est pas l'indemnisation d'une petite fille, c'est le périmètre de l'administration. Ce qui se joue, ce n'est pas que Madame Lemonnier ait été défigurée par une balle qu'elle avait prise, mais de savoir si à un instant T, la mission de police a été clairement faite, et savoir si le maintien de l'ordre était correctement opéré au service du collectif. Donc le droit administratif, par le récit doctrinal, se construit comme un récit objectif. C'est un récit objectif de l'administration qui s'appuie sur des notions objectives, et ces notions objectives, elles vont tout simplement favoriser la pérennité de l'État, elles vont favoriser l'action de l'État au détriment des droits des individus et des droits des administrés. Donc le récit doctrinal originel, c'est un récit doctrinal qui laisse peu de place à l'individu. C'est un récit doctrinal de justification et de d'érection de l'administration, d'élaboration de l'administration. Alors aujourd'hui, nous allons voir cela a un peu changé.
Alors, ces discours doctrinaux complémentaires pour façonner l'État et l'administration, on le voit se répondre. Alors certes, il sera toujours difficile de faire admettre à un membre du Conseil d'État qu'il lit la doctrine, voire qu'il a été influencé par elle. Néanmoins, on sait que c'est le cas, puisque la sociologie du droit l'a montré. Par ailleurs, les magistrats et les professeurs se retrouvent dans les colloques. Ils se retrouvent au jury d'agrégation en droit public, puisque le concours d'agrégation de droit public, le jury comporte toujours un membre du Conseil d'État, ce qui permet d'entretenir la fusion, si ce n'est la confusion, entre les deux corps de doctrine. Par ailleurs, cette réalité institutionnelle, qui est l'objet des premiers travaux doctrinaux, va évoluer vers la technique juridique proprement dite. C'est-à-dire que l'intérêt pour les institutions va durer jusqu'aux Premières Guerres mondiales. En substance, disons peut-être Seconde Guerre mondiale, quand même quelques grands arrêts. Mais ensuite, la doctrine va quand même s'intéresser beaucoup plus et développer un discours beaucoup plus technique et, au final, semble se désintéresser des enjeux, disons, objectifs de raconter l'administration au sens où je l'entends depuis que j'ai commencé. Je crois qu'il ne faut pas se laisser prendre par les apparences. Je vais prendre un exemple d'une question qui apparaît extrêmement technique et qui, au final, est absolument une manière de raconter l'administration. Prenez l'évolution du régime contentieux des contrats administratifs. Les contrats administratifs étaient, pendant très longtemps, des sortes d'actes unilatéraux déguisés, et l'office du juge était un office qui était très proche de l'office quand il traite des actes unilatéraux. Notamment, et contrairement, le juge procédait très souvent à l'annulation du contrat. Ce qui, pour un civiliste, est quelque chose d'un peu surprenant, parce que le juge annule un contrat, c'est toujours bizarre, mais le juge administratif, plutôt que de le résilier, plutôt que de faire d'autres choses, il annulait le contrat comme il annulait un acte, et on passait à autre chose. À partir de l'arrêt Tropique de 2007, le juge a commencé à dire que, quand même, annuler le contrat, ce n'était pas toujours évident, et qu'il fallait essayer de maintenir le contrat en vigueur, potentiellement de le résilier, mais dans le cas ultime, seulement de l'annuler. Donc la hiérarchie des techniques de traitement de problèmes contractuels a été inversée. Alors, cet arrêt Tropique, au final, est incompréhensible quand on le voit en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ouvre une dynamique jurisprudentielle qui va se traduire dans la quadrilogie de ce qu'on appelle les affaires communes de Béziers, quadrilogie dans laquelle, avec Béziers 1 en 2009, le juge administratif va nous dire plusieurs choses. Un, il va affirmer l'obligation de loyauté contractuelle, ce qui est une nouveauté, puisque l'administration n'avait aucune obligation d'être loyale à son contractant, puisque la seule loyauté qu'elle avait, c'était à l'intérêt général et à la société. Donc là, on fait de la loyauté contractuelle, j'imagine, une composante de l'intérêt général. Le juge va aussi nous confirmer que ce qu'il faut, c'est assurer le plus possible la continuité des relations contractuelles, ce qui le conduira dans Béziers 2 à rétablir un contrat dont la réalité a cessé depuis plus de 3 ou 4 ans, et dire aux parties, vous allez retravailler ensemble, ce qui peut apparaître un peu aberrant. Et le juge ne posera l'annulation qu'ensuite. Si on se contente de voir ces arrêts, on se dit, bon, ben, le juge a fait évoluer sa technique contentieuse. Mais l'évolution des techniques contentieuses reflète, en fait, une manière de concevoir ce qu'est l'administration, son rapport au droit et son rapport à la société. Considérer que le contrat est un vrai contrat, cela veut dire que l'intérêt porté par l'administration n'est plus en surplomb, comme dans l'hypothèse des autres intérêts sociaux, comme dans l'hypothèse où le juge peut annuler l'intérêt, peut annuler le contrat, au nom de l'intérêt général. Si le juge se reconnaît la possibilité d'annuler le contrat dans tous les cas, c'est que l'intérêt général prime toute autre considération. En équilibrant les relations contractuelles, de fait, on peut se poser la question de savoir si les relations entre l'administration et son environnement ne sont pas elles-mêmes rééquilibrées, et de fait que le surplomb de l'État administratif n'est pas euphémisé, minoré, voire réduit à néant par rapport à ce qu'il était précédemment. C'est donc le rapport entre l'administration et son environnement qui évolue de manière très substantielle. Et ici, on ne peut manquer de relever deux choses.
l'évolution se fait dans le contexte d'affirmation du droit de la concurrence et du respect du fonctionnement du marché, donc dans un contexte d'affirmation de la gouvernance et de la conviction que l'administration doit favoriser le fonctionnement du marché pour poursuivre l'intérêt général. Or, le contrat est un des outils principaux du marché. Donc l'administration devient l'un des modes d'allocation des moyens et de poursuite du bien commun, de même que le marché, qu'elle peut certes instrumenter, mais pas totalement. Et par ailleurs, ce faisant, on érige les libertés économiques face à l'administration, libertés économiques qui se mettent à primer sur les considérations proprement administratives et qui réduisent de fait l'administration à une donneuse d'ordre, à un pouvoir adjudicateur, plus précisément à une série de pouvoirs adjudicateurs, c'est-à-dire à un ensemble qui est moins global et beaucoup plus segmenté. Les autorités administratives deviennent des opérateurs économiques, sociaux, mais des opérateurs parmi d'autres. De fait, ce qui se joue derrière cette évolution du régime contractuel, c'est la banalisation de la puissance publique. Donc, derrière la technique contentieuse, c'est bien un récit de ce qu'est l'administration qui se joue. Et peu d'auteurs, aujourd'hui, vont s'intéresser à ce qui se joue derrière dans la doctrine française. Les auteurs vont questionner de manière extrêmement savante et extrêmement intéressante la cohérence de la technique du contentieux, mais cette technique contentieuse, si on ne la prend que pour elle-même, elle a un intérêt juridique réel. Néanmoins, si on veut s'intéresser à la forme de l'État et à ce qu'est l'État en rapport avec la société, on ne peut pas se contenter de cela. Je ne développerai pas, comme je vois que le temps passe, le deuxième exemple, et je voudrais dire quelques mots, deuxième temps, sur cette narration partagée, c'est-à-dire sur le lexique et la grammaire développés par la doctrine. La doctrine, donc, a développé un lexique et une grammaire en commun, et ensuite, je voudrais, et ce sera beaucoup plus rapide, voir comment la narration s'est standardisée. Lexique et grammaire en commun. La systématisation doctrinale a intégré l'administration dans une théorie de l'État. La question première a donc été la question du lien entre l'administration et le pouvoir politique, ce qui est logique, puisque l'administration était née à travers la vénalité des offices sous l'Ancien Régime, et donc il a fallu penser les rapports entre le pouvoir politique et la structure étatique sans le lien direct hérité de la féodalité. La notion de souveraineté, d'abord, celle de république ensuite, ont permis cela et ont connu des traductions institutionnelles, la notion de puissance publique, et opérationnelles à travers l'exorbitance et les prérogatives de puissance publique. Les auteurs vont donc développer des déclinaisons lexicales de la notion de souveraineté qui vont donner à l'appareil d'État une forme, d'abord une forme d'autorité, et ensuite une forme plus paternelle, sur laquelle je voudrais revenir un instant. Avant cela, on relèvera que le discours souveraineté, puissance publique, même république, est un discours qui est un discours de la centralisation. C'est un discours de l'État jacobin. La souveraineté a du mal à se décliner en discours girondin. Ce n'est pas un État fédéral comme le vôtre que je vais vous apprendre quelque chose ou vous surprendre. Donc, le discours doctrinal est encore une fois porté d'une réalité de conviction politique quand on sait qu'à la même époque, il y a des courants régionalistes extrêmement forts. Or, ce qu'il faut, c'est faire l'État. Le droit administratif et l'administration vont aider à faire l'État. Cette grammaire du pouvoir porte plus largement des représentations symboliques de l'autorité en fournissant une structure institutionnelle à la société et en assurant continuité de l'administration et garantie de son action. Je voudrais prendre une notion pour illustrer cela. Prenez la notion de service public. La notion de service public progresse au début du XXe siècle en s'appuyant d'abord sur la notion de police, puisque les premières admissions des services publics se font au nom de l'hygiène, au niveau municipal. Or, l'hygiène, c'est une composante de la police administrative. Or, on se rend compte que s'il n'y a pas de bains municipaux, s'il n'y a pas d'accès à des commodités, la population va continuer à générer et porter
des épidémies, des maladies. Et donc ce qu'il faut, c'est lutter contre cela, parce que l'épidémie est source de troubles à l'ordre public. Et donc pour lutter contre cela, on va développer des premiers services de solidarité. La mission d'ordre est donc mission première, mais qu'attendre d'un souverain si ce n'est l'ordre? C'est la fonction première du souverain de garantir la sécurité extérieure et la concorde intérieure. Et il le fait d'abord par l'adhésion à un ordre politique donné. Le service public va donc permettre d'élargir le spectre de l'action administrative en s'appuyant sur la police et ensuite en s'appuyant sur la notion de solidarité. Puisque tout le développement du service public à la française va ensuite laisser la police administrative de côté pour développer tout simplement le service. Du point de vue du récit et du rapport entre récit doctrinal et société, on peut manquer de relever un point. Quand on lit les auteurs vont vous dire on a l'âge d'or du service public. Alors l'âge d'or du service public, c'est le début du XXe siècle. C'est l'âge d'or parce que c'est le moment où le juge sort tous les critères qui vont permettre de définir ce qui est le service public, la puissance, le lien avec la personne publique, l'intérêt général, la prérogative de puissance publique. Et c'est le moment où, pendant très peu de temps, en vérité, mais le discours doctrinal va s'accommoder de la réalité, on a l'impression, les auteurs ont l'impression qu'ils peuvent prendre des activités et savoir ce que c'est. Presque une naissance, une ontologie du service. Concrètement parlant, le service public est très peu développé du point de vue social à cette époque, puisqu'on est soit juste avant la Première Guerre mondiale, soit juste après, et on n'est pas encore sur le vrai développement du service public. Le vrai développement du service public, il a lieu dans les années 20, s'il y a une crise sociale endémique, et plus encore avec l'affirmation de l'État-providence à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et socialement, on peut considérer que l'âge d'or du service public, ce n'est pas l'entre-deux-guerres. L'âge d'or du service public, ce sont les 30 Glorieuses. Ce moment où l'État français explose, nationalise à tout va, etc. Sauf que la doctrine vous explique que les 30 Glorieuses, ce n'est pas l'âge d'or du service public. C'est la crise du service public. C'est la crise du service public parce qu'on ne peut pas savoir, on n'arrive pas à définir ce qu'est un service public. On n'y arrive plus, les auteurs sont perdus. Le théâtre, c'est un service public ou ce n'en est pas un? Maurice Horiot, 1916, explique que le théâtre ne peut pas être un service public. Enfin, l'Académie française peut-être, la Comédie française, pardon, peut-être, mais le reste. Un théâtre de boulevard, service public, cet endroit où l'on montre des femmes qui trompent leur mari, des filles de mauvaise vie. Mais voyons, l'ouvrier est suffisamment vil, on n'a pas besoin de lui montrer cela. Ça ne peut pas être un service public. Pas moi qui le dis, c'est Maurice Horiot dans la note sous l'arrêt Astruc de 1916. En 1945, on ne se pose pas la question, le théâtre, c'est un service public. La politique de Jean Villard dans les années 50, c'est du service public. Les TLP, etc. Et donc, pour le coup, on a un vrai hiatus entre la réalité administrative et la mise en récit savante. Alors que l'administration triomphe socialement, le récit doctrinal nous explique que l'administration est en crise. Et que la principale notion qui justifie l'action d'administration, elle est inintelligible et qu'on n'y comprend plus rien. Ce qui, ici, permet de constater qu'il y a une autonomisation de la réalité administrative et de sa mise en récit savante, l'objectif étant, in fine, pour les savants, de rattraper le réel pour que les deux coïncident à nouveau, ce qu'ils auront beaucoup de mal à faire. Là, le développement du service public va nourrir une rupture, si j'en reviens à la première moitié du XXe siècle, avec la théorie de l'autorité-puissance. La théorie de l'autorité-puissance ne satisfait pas les républicains, puisque la République est facteur d'émancipation, et l'autorité n'apparaît pas très compatible avec l'émancipation individuelle. C'est aussi pour cela que le service, comme discours doctrinal, va s'affirmer, parce qu'on va passer à la figure de l'administration-service. L'administration-service, c'est la fascination de ce qu'un auteur a appelé l'état paternel. Vous avez chez les auteurs une fascination pour l'état paternel, qui va se traduire dans deux grands discours doctrinaux. Le premier, c'est la théorie de la gestion administrative. C'est à ce moment-là où les auteurs vont commencer à expliquer qu'il existe des actes d'autorité
rattachables à la puissance, et des actes de gestion. Cette différence entre les deux, elle nourrit un nouveau récit, qui est le récit de la coopération entre l'administration et son milieu social. L'État n'est pas là juste pour mettre les méchants en prison et empêcher les voleurs de voler et la société d'imploser. Non, l'État, il est là pour autre chose, c'est de développer un partenariat avec la société. Et je cite un extrait d'un ouvrage de Maurice Horiou. Les personnes publiques sont orientées vers le bien public. Par conséquent, leurs efforts convergent avec ceux des administrés. Et de cette action parallèle, il peut naître une société. La symbiose entre l'administration et la société, ou en tout cas l'administration et la population, pour faire naître société. L'administration comme révélatrice de la société, mais il faudrait inventer ici un néologisme, du fait social que toute population porte en elle-même, presque à son corps défendant. L'administration devient donc une gestionnaire. Elle se construit comme un outil au service de la satisfaction des besoins sociaux, et la République trouve ici un visage. La doctrine en devient le scribe. Commissaire du gouvernement, doctrine, convergent dans ce récit pour légitimer l'action de la République naissante. Alors, ce discours doctrinal peut apparaître monolithique, et en effet, il y a des discours hétérodoxes. Il y a des discours hétérodoxes, mais je voudrais m'arrêter un instant sur eux, parce qu'au final, il me semble peu remettre en question la grammaire portée par le discours, disons, dominant. Prenons deux exemples. Prenez Léon Duguy. Léon Duguy, donc doyen de Bordeaux, en même temps que Maurice Horiou était doyen de Toulouse. Léon Duguy refuse la notion de souveraineté, refuse la notion de personne morale, refuse la notion de puissance publique. Selon lui, donc je le disais tout à l'heure, on n'a jamais dîné avec une personne morale. La souveraineté, c'est tout simplement une idée de l'ordre tenue par les bourgeois qui souhaitent que l'État continue de dominer les classes opprimées. Le discours de Duguy est un peu tonique, mais quand on le classe politiquement, il est quand même plutôt centre-droit qu'à l'extrême gauche. Il y a un hiatus politique entre les positions doctrinales de Duguy et la campagne politique qu'il essaiera de mener sans succès, puisqu'il échouera à toutes les élections auxquelles il se présentera, sauf le décanat. Mais on a les victoires que l'on peut. N'ayant moi-même jamais été élu que délégué de classe et de doyen, je partage donc le fardeau de Léon Duguy. Ceci étant, et plus sérieusement, deux effets de la volonté de Duguy de renoncer à souveraineté, puissance publique, personne morale. Tout d'abord, Duguy replace les fonctionnaires au cœur de l'institution. Il va développer ce qu'il appelle le droit subjectif, qui est le droit centré sur l'acteur de l'administration. Or, l'acteur, ça va être l'agent public. Parce qu'à l'époque, d'ailleurs, il faudrait plutôt dire agent public que fonctionnaire. Et puis, il va aussi reconsidérer le service public, et la théorie de Duguy est très intéressante, puisque dans son traité de droit constitutionnel, Léon Duguy montre, ou plutôt fait du service public, une obligation qui naît de l'interdépendance sociale. Dès lors que les personnes vivent ensemble, elles génèrent des besoins collectifs, et il appartient à la structure de pouvoir institutionnalisée, en d'autres termes l'État, d'assurer ces besoins. En conséquence de quoi, le service public est la justification de l'État, puisqu'il faut institutionnaliser une structure qui permet de satisfaire les besoins collectifs. Il est l'alpha de l'État et l'oméga de l'État, puisque l'administration n'a d'autre vocation que de satisfaire ses besoins. On a l'impression que Duguy rompt avec le reste. Sauf que Léon Duguy ne propose qu'une version remaniée de l'État paternel. Entre la théorie de la gestion administrative de Maurice Horiou et l'État de Léon Duguy, 4 ans d'écart, et au final, pas de grammaire qui diffère. Le service public est au cœur de la construction. La seule différence, c'est que là où Horiou fait du service public un facteur de limitation de l'État, puisque pour Maurice Horiou, l'État naît de la souveraineté, enfin exprime la souveraineté, mais il ne l'exprime que dans les conditions du service public. Léon Duguy, refusant la souveraineté, génère l'État par le service public. Mais, au final, pour un juriste
de cette époque, comme aujourd'hui, l'origine de l'État peut être considérée comme un problème non normatif et donc non juridique, tandis que la traduction du pouvoir de l'État se fait dans des conditions qui sont largement similaires. Léon Duguit ne parvient donc pas à pervertir ou à subvertir à tout le moins la grammaire dominante, quand bien même il en changerait le lexique. Les écrits socialistes vont dans le même sens, et je passerai très vite. Je relèverai simplement que les seuls écrits socialistes qui parviennent à infirmer le constat de l'incapacité d'un discours critique à infirmer la grammaire portée par la doctrine dominante, c'est le mouvement critique du droit. Mais le mouvement critique du droit parvient à cela parce qu'en fait, il ne cherche pas un autre discours, il cherche à déconstruire le discours dominant pour en montrer les implications. Et c'est en fait en déconstruisant le discours dominant, donc en fait en déconstruisant la grammaire, que l'on peut démontrer les implications du discours. Toute tentative de prendre la grammaire officielle, en tout cas dominante, pour lui donner une autre signification que celle que le discours dominant a pu lui donner dans l'élaboration de l'administration, semble vouée à l'échec, parce que les représentations sont portées au-delà de la notion, dans le rapport et dans la manière dont la société les reçoit. Conséquence de quoi, la doctrine, à son corps défendant, participe toujours de fait à une sorte de construction de l'administration. Guillaume, oui. Est-ce que je peux faire la police bien sûr, du temps. En vue de l'intérêt général? Oui. C'est ça, juste pour donner un petit peu on peut s'arrêter de là. place. On peut s'arrêter. Oui, je m'arrête. Si je vais conclure. Pour conclure, il aurait fallu que je vous parle de la manière dont la narration s'était standardisée, c'est-à-dire dans la manière dont, au final, aujourd'hui, la doctrine s'étant débarrassée des questions théoriques, des questions sociales, a développé une vision du droit que je présenterai par un seul exemple. Un auteur a expliqué qu'une histoire, c'est un début, un milieu et une fin. Quand on prend le droit administratif, quand on prend les manuels de droit administratif, on remarque que le milieu et la fin sont toujours les mêmes. Le milieu, c'est les missions et les moyens. Donc, en gros, police, service, acte, contrat. La fin, c'est le contrôle, la responsabilité. Donc, la fin, double sens du terme, finalité et limite. En revanche, on constate une évolution au début de l'histoire. Alors que la doctrine du début du XXe siècle décrivait les institutions pour commencer, aujourd'hui, elle décrit les normes. Elle décrit les normes et on a une grande discussion pour les personnes qui enseignent le droit administratif de savoir si, quand on fait un cours de droit administratif, il faut commencer son premier chapitre par décrire l'ensemble des normes qui structurent le droit. Étant précisé qu'un étudiant de deuxième année à qui on explique que la Constitution est une source du droit administratif et qu'il existe un contrôle de constitutionnalité ou un contrôle de conventionnalité, vu comme ça de manière un peu sèche, c'est un peu comme lui montrer un marteau sans jamais lui expliquer qu'avec le marteau, il peut évidemment planter des clous, voire casser des cloisons s'il est vraiment baraqué. Et donc la grande question est de savoir si le fondement normatif pas dire dénature, mais n'affaiblit pas la portée collective, sociale de l'administration, en tout cas de la portée globale de l'administration. Et le discours doctrinal en est là, étant précisé que ce discours doctrinal aujourd'hui est excessivement, à mon sens, technique et technicien, et qu'essayer de développer un discours un petit peu différent est compliqué, ce qui, bon, malgré tout, est un beau challenge. Et je terminerai vraiment en disant il y a quand même un élément qui rend optimiste, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'auteurs et d'universitaires en France qui discutent et qui pensent notamment le mouvement littérature et droit, et qui trouvent dans ces autres sources, que ce soit la littérature, que ce soit la sociologie, des mises en perspective qui, à terme, ne peuvent pas mettre en cause le normativisme et le positivisme ambiant, et que de ce fait, on doit pouvoir développer un discours sur l'administration qui prenne en compte la technique juridique, qui prenne en compte ses dimensions sociales, et qui ne soit pas une justification forcément de l'État. Donc un vrai discours d'administration reste, à mon sens, encore à construire, et je vous prie de m'excuser d'avoir été un petit peu long. Non, pas de ça. Alors, des questions, chers collègues.
moi, j'ai trouvé ça très intéressant, ce que vous avez présenté. C'est fascinant à quel point il y a des différences quand même avec le Canada, parce que je ne suis pas un spécialiste du droit administratif là, ici, mais je trouve que la doctrine chez nous, elle est plutôt critique du droit administratif. Et puis actuellement, là, je constate que ce que vous nous avez dit, c'est que la doctrine participe à la légitimation de l'État, à sa construction, puis il manque un peu de perspective critique, tandis qu'ici, moi, je perçois que c'est le contraire. Actuellement, à la Cour suprême, on est en crise là, quant à l'approche à appliquer pour savoir si les décisions discrétionnaires de l'administration publique respectent ou non la Charte canadienne des droits et libertés. On avait auparavant une approche, les juges étaient complètement divisés là-dessus. Là, sans trop expliquer pourquoi, la Cour suprême a décidé dans un arrêt qui s'appelle l'arrêt Doré, il y a quelques années de cela déjà, une approche de droit administratif, sans expliquer, mais on voit clairement que dans l'arrêt Doré, c'est que la Cour voulait quand même être déférente envers l'administration. Il y a des milliers d'administrateurs qui prennent des millions de décisions, pas des millions, mais des milliers de décisions chaque semaine au Canada. Et donc, on a essayé d'être déférent envers le législateur. Puis il y a eu tout de suite, je dirais, un levé de bouclier, en tout cas surtout pour les publicistes, c'est-à-dire les profs qui font du droit public de la Charte canadienne. Et on dit, la Cour n'explique pas pourquoi elle passe par le droit administratif, c'est problématique, il va y avoir une protection diminuée des droits fondamentaux, la Cour n'est pas claire. Puis là, mais, dans ces arrêts les plus récents, c'est encore très divisé, mais on sent que la Cour écoute ce que les auteurs disent, puis on va probablement s'en aller finalement se distancer de l'arrêt Doré. Donc la doctrine ici, elle joue un rôle, je pense, on ne fait pas que décrire, on critique surtout, on décrit, mais on critique aussi beaucoup, parce que c'est la conception qu'on a de la doctrine. La doctrine française va aussi essayer d'être critique, mais c'est vrai que dès lors qu'une partie de... Enfin, quand vous prenez la principale revue française de droit administratif, il y a deux grandes revues de droit administratif en France. Vous avez la revue française de droit administratif, dans laquelle est tenue par des universitaires, qui publient des conclusions, mais qui laissent une grande place à une analyse de mise en perspective, alors qui est assez souvent technique, qui peut être critique sur des points, puisque notamment il y a des critiques en matière de protection des droits et libertés. La doctrine va quand même arriver à critiquer les décisions et à questionner le rôle de l'État. On a une partie des collègues qui le fait, et nous avons, enfin, ce que je disais à Margarida, c'est une journée un peu particulière pour la France, puisque nous commémorons les attentats du 13 novembre 2015 aujourd'hui, et notamment, sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le début de 2 ans d'état d'urgence. Bon, les auteurs ont quand même, pour un certain nombre, critiqué cela en faisant valoir que les conditions d'état d'urgence n'ont jamais été réunies, et que par ailleurs, il a été inutile. Donc, en termes de droit et liberté, on a des auteurs qui vont se positionner, même si, au final, les auteurs qui développent beaucoup, enfin, soit sont très vite militants et marqués à gauche, ce qui est une manière de les décrédibiliser dans le champ scientifique, surtout, enfin, militants, bon, après... Mais c'est vrai que de gauche aussi, parce qu'on a quand même quelques collègues qui sont militants et de droite et qui se trouvent décrédibilisés, mais c'est peut-être un peu plus dur et ça arrive moins vite, la décrédibilisation, quand on discute entre collègues. Mais donc il y a cette dimension-là. Mais dans la deuxième revue, qui est la revue donc, Actualité juridique du droit administratif, la dimension critique me semble moins marquée. C'est une revue qui est beaucoup plus, pour le coup, de droit positif. Et là où je veux en venir, c'est il y a un fait qui fait que la critique doit être moins marquée. La chronique de jurisprudence du Conseil d'État est tenue par des membres de la section des études du Conseil d'État. Donc attendre d'une revue qui a confié une chronique de mise en perspective du contentieux à des membres de la juridiction qui rend le contentieux une analyse critique paraît quand même un pari un peu fou. Je préfère le pari pascalien à ce pari-là, à titre personnel. Mais bon, après, mon propos, je ne voulais pas non plus qu'il soit trop caricatural. Je pense que historiquement, on a une tradition des légistes du roi et des jurisconsultes en France qui n'empêche pas qu'il y ait une minorité qui puisse s'opposer. Mais la structure même du champ scientifique est quand même aujourd'hui largement parasitée par ce que je viens de décrire et par le fait qu'au bout d'un moment, vous pouvez quand même finir soit au Conseil d'État, soit au Conseil constitutionnel si vous développez des analyses. Donc il y a toujours ce double rapport, mais des positions de pouvoir et les universitaires
conservent ces positions de pouvoir. Il ne reste pas grand-chose d'autre d'ailleurs que ces symboles. Donc voilà, peut-être on peut nuancer un peu ce que je viens de dire, mais... Mistral? Oui, alors j'ai trouvé votre présentation très intéressante, notamment au niveau de la grammaire et du lexique. Ouais. Et je me demande si, en fait, votre grammaire, c'est pas cet exercice de narration qui se produit, que les juristes mettent sur le droit, mais en fait, peu importe dans quelle direction. Et je vais vous donner un peu l'exemple du droit américain. Je ne suis pas spécialiste de droit américain, mais il y a eu en droit américain, évidemment, cette opposition à la codification, comme en droit administratif. Pourquoi? Parce que ce sont, en fait, en droit américain, ce sont les praticiens qui ont bâti la doctrine et qui, au moment où on aurait peut-être eu un réflexe vers la codification, s'opposaient à la codification et qui, à un moment donné, ont commencé à construire des concepts en droit américain qui s'opposaient au droit administratif, c'est-à-dire des concepts de liberté, les concepts, le fameux taking, toute la jurisprudence pour empêcher toute réglementation qui aurait limité le droit de propriété. Alors, je me demandais si votre grammaire, est-ce que la grammaire, c'est uniquement cet exercice de conceptualisation puis d'imposition d'un narratif sur une situation, ou est-ce que dans votre esprit, le narratif est plus proche du droit français que vous avez exposé, c'est-à-dire les notions de puissance publique et autres que vous avez présentées? Alors, je pense que les deux ne sont pas exclusifs. Moi, dans ma perspective, c'est plutôt la deuxième hypothèse que vous avez évoquée. C'est-à-dire que c'est plutôt je dis que c'est une approche extrêmement limitée, hein, qui vise à mettre en question un droit national. Pour le coup, ce droit national, quand on lit les auteurs, on se rend compte qu'eux-mêmes utilisent des expressions pour qualifier les grandes notions qui peuvent laisser penser qu'il y a une grammaire du pouvoir, un ensemble de règles qui permettent d'élaborer un ordre de pouvoir à un moment donné. Après, si on a une vision extensive, sans doute tout exercice doctrinal va-t-il relever de cela et laisser la place à la critique, puisqu'au final, les conditions d'énonciation des règles peuvent toujours être discutées, mais pour le coup, là on retombe peut-être, je vais être un peu caricatural, sur un trait national, c'est que si on s'intéresse à la question de la grammaire et de la langue, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays au monde à avoir une académie française qui soit aussi à cheval sur le monopole de l'énonciation des conditions de la grammaire, et qui va quand même, depuis 300 ans, régulièrement élaborer un dictionnaire avec un lexique autorisé, mais qui participe, c'est-à-dire que l'Académie française, créée au début du XVIIe siècle, elle participe à un certain agencement de ce que doit être l'État et de ce qu'est le rapport entre l'État et la société. Et donc pour le coup, je crois que moi j'ai une vision assez française au final, qui est de limiter ça et à ces notions et de se dire qu'à un moment donné, on a des règles à travers les notions qui permettent de dénoncer un pouvoir, de rendre compte d'un pouvoir. Et après, on peut discuter. Ce que j'avais en tête, pour continuer à réfléchir à ce que vous disiez, je réfléchissais à la notion de liberté, qui est absente. Hein, j'ai sauté le paragraphe sur les libertés, mais vous avez un élément qui est intéressant pour comprendre la dynamique de construction du discours doctrinal. Ce discours, quand on dit qu'il est assez proche de l'État, je vais prendre deux exemples. Premier exemple, c'est le titre des manuels de droit constitutionnel. Pendant très longtemps, les manuels étaient des manuels d'institutions politiques. Ils sont devenus ensuite des manuels d'institutions politiques et de droit constitutionnel, et puis désormais, ils sont plutôt des manuels de droit constitutionnel, et ceux qui ont gardé institutions politiques le font au nom d'une certaine conception de ce qu'était la matière à une époque. Et on a la même chose avec la question de la liberté. C'est-à-dire que la liberté, alors vous dites que les Américains ont construit ça comme au final en opposition, la liberté est d'abord perçue en France, et jusque récemment, comme une liberté publique. C'est-à-dire que moi, il y a une vingtaine d'années maintenant, je n'ai pas eu un cours de droit des libertés fondamentales, j'ai eu un cours de droit des libertés publiques. Et on m'a expliqué que la liberté, c'était en fait ce que permettait l'État, et que l'État réglementait les libertés publiques, ce qui était tout à fait légitime. Et je crois que dans le cours, pourtant qui était fait par un grand prof qui était assez formidable et dont j'en gardais un souvenir vraiment extraordinaire, la notion de droit de l'homme, il n'a jamais évoqué. Et il faut ici voir finalement que l'influence du droit européen
des droits européens, conduit aussi à faire évoluer à la fois la grammaire, puisque aujourd'hui, plus personne n'enseigne les libertés publiques, enfin plus personne, quasiment plus personne n'enseigne les libertés publiques, on enseigne les libertés fondamentales, et que là, la doctrine a joué un rôle. C'est-à-dire que la doctrine, il faudrait que je complète sans doute mon analyse, mais je vous disais, c'est au début, mais je recevais à la faculté il n'y a pas très longtemps le professeur Sudre de Montpellier, qui est celui qui, par sa thèse et ses écrits, et le commentaire de la Cour européenne des droits de l'homme et de sa jurisprudence, a imposé la notion de liberté fondamentale dans le vocabulaire lexical. Alors, forcément, quand on impose un vocabulaire comme celui-ci, de fait, ça doit modifier la grammaire. Nécessairement. Et pour le coup, on a malgré tout des auteurs qui s'opposent à la notion de liberté fondamentale, qui continuent de penser que quand on réfléchit au droit, il faut penser liberté publique. Donc il y a un discours doctrinal sur les notions qui permettent de le structurer et qui, en arrière-plan, dessine la limite, parce que finalement, moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est la limite qu'on fixe au pouvoir, et donc la place qu'on laisse mécaniquement à la société et à l'individu. Alors, un grand merci pour cette conférence vraiment extraordinaire. J'ai profité pour vous donner un petit cadeau au nom de la section de droit civil. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Puis on se voit